Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. C'est parti pour une heure d'échange sur les grands sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale au cours de la semaine. Débat de presse, vous le savez, c'est l'actualité vue à travers le prisme des médias, les journalistes, les professionnels de l'information, les éditorialistes qui traitent l'actualité au quotidien se retrouvent en fin de semaine pour jeter un regard critique sur cette même actualité à travers commentaires, décryptages et des analyses. Alors pour ce dimanche, 4 sujets sont au menu. Nous parlerons de la première sortie médiatique de Yacouba Isaac Zida, l'ancien Premier ministre qui s'est exprimé mercredi dernier sur les antennes d'une télévision française. Au menu également la nomination de l'ancien Premier ministre Paul Kaba Thieba au poste de directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation et l'inauguration de la Banque agricole du Faso. Troisième sujet, nous discuterons de la situation sécuritaire au Mali et au Burkina Faso, notamment des massacres commis contre les communautés Peul à Ogo-Sagou en lien avec ce qui s'est passé à Yirgou au Burkina Faso. Et enfin, nous évoquerons la situation en Algérie, l'Algérie où le président Bouteflika est de plus en plus lâché par ses soutiens les plus fidèles. Alors pour discuter de tous ces points de l'actualité nationale et internationale, je suis en compagnie de 4 confrères de la presse nationale. Nous avons avec nous Dieudonné Zoungrana de Aujourd'hui au Faso. Bonjour. Bonjour Sayon, bonjour téléspectateurs. Abdoulaye Tao de l'économiste du Faso est avec nous. Bonjour. Bonjour. Nous avons également avec nous Inoussa Ouedraogo de Bendré. Bonjour. Bonjour. Sur ce plateau également, Bourema Ouedraogo du journal Le Reporter. Bonjour. Bonjour, Samuel. Merci à tous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors, après la publication du tome 1 de ces mémoires, je sais qui je suis. Yacouba Isaac Zida, l'ancien Premier ministre exilé au Canada depuis la fin de la transition, a rompu le silence. Mercredi dernier, l'ancien chef du gouvernement s'est exprimé sur les antennes de France 24. La phrase donc que l'on retient le plus de cette interview, c'est celle-ci: je n'exclus pas la possibilité d'être candidat en 2020. Alors, ce n'est pas vraiment une surprise, Bourema. Oui, ce n'est pas une surprise, parce qu'on avait déjà vu des jeunes qui ont organisé des rencontres aussi bien à Bobo et Kawaga, un mouvement dénommé Génération Zida pour la patrie, qui a appelé à la candidature de Zida. On a comme l'impression que le timing est bien choisi, parce qu'à peine 2 semaines après ces annonces, voilà que Zida, qui a fait 3 ans pratiquement sans se prononcer sur tout ce qu'on a dit pour lui, fait une apparition. On a comme l'impression, juste pour dire qu'il peut être candidat en 2020, parce que c'est l'essentiel de ce qu'on peut retenir de son interview, parce qu'en fait, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de vraiment, de vraiment concret qui est sorti de cette interview, sauf que Zida n'exclut pas d'être candidat en 2020. Dans tous les cas, on savait très bien qu'il voulait même, il a des ambitions et qu'il ne va pas renoncer. Maintenant, est-ce qu'il peut être candidat en 2020 ? Je pense plutôt qu'en l'état actuel des choses, s'il n'a plus de chance de se retrouver à la Maka, Kakosiam, s'il débarque au Burkina Faso, puisqu'il est poursuivi pour désertion par l'armée ou par l'armée. Donc, en principe, s'il débarque à Ouagadougou, ces poursuites-là, quoi qu'il lui dise qu'il n'est pas au courant de quelques poursuites qui se soient, mais bon. Mais justement, dans cet entretien également, Zoungrana, alors, il parle de complots politico-judiciaires qui seraient, en tout cas, entre griffes et on met ça au conditionnel, concoctés, si on peut le dire ainsi, par les autorités actuelles contre sa personne. Et c'est ce qui, selon lui, a fait qu'il n'est pas revenu au Burkina. Mais tout ça, c'est du vent, je dirais. Il n'a qu'à rentrer et puis faire face à la justice, parce que moi, je trouve que... prenons l'exemple, j'ai toujours pris l'exemple de son prédécesseur, d'ailleurs, Luc Adolphe Tiao. Ce monsieur-là, il faut lui tirer son chapeau. Il est rentré courageusement. Il a fait face à la justice. Il n'y a pas d'exil doré, il n'y a pas d'exil heureux. Et s'il est au Canada, il n'a qu'à rentrer, se blanchir, ou bien s'il est en erreur, bon, en tout cas, il va solder ses comptes
bon, il va faire la prison ou chose, et puis après, il sort, bon, il va chaud, mais être là-bas à 7000 km de Ouaga, et puis dire non, on complote contre moi, on ne veut pas rentrer, bon, ça aussi, c'est trop facile. Et je pense qu'il y a ça, parce qu'il y a Bourema a parlé de désertion, mais même il y a les crimes économiques, parce qu'on l'accuse d'avoir dissipé en 15 jours 750 millions. Dans nos pays, là, c'est vraiment un crime économique abominable. Donc tout ça, il n'a qu'à rentrer courageusement. Luc Adolphe est rentré, Edi Kombouero, il est rentré. Tous sont rentrés, ils ont fait face à la justice. Et puis après, mais pourquoi lui, il reste là-bas et puis il parle de complot? Je pense que là, d'abord, présidentiel, d'accord, effectivement, il a rompu le silence. Depuis son livre, c'est la première fois qu'il rompt le silence. Il dit qu'en tout cas, il n'excluait d'heure. Il y a le chapitre 18 de son livre qui est pratiquement, c'est sur ça le journaliste, notre confrère de France 24, c'est carrément un programme politique. Encore faut-il qu'il rentre. Mais je pense aussi que si Zidane, ce qu'il ne dit pas, moi personnellement, je pense que c'est moins ces micmacs de la justice et ces rapports que, en fait, ces anciens frères d'armes du RSP là, je pense que c'est ça, c'est de ces derniers-là dont Jida a peur, parce que bon, les civils, nous, quand il y a un différend, on règle nos problèmes par des insultes, on se serre l'école. Mais les militaires, quand il y a un différend, eux règlent ça par des doum-doum, oui. les kalachnikovs. Donc Zida, il sait que s'il y a bien quelqu'un que les ex-RSP détestent, c'est bien lui, et à commencer par le général Gilbert Guinguéré. Donc c'est connu. Je crois que Zida, il a plus peur de ses anciens camarades d'armes du RSP que du pouvoir en place et même de la justice. Mais il faudra tôt ou tard qu'il rentre. Si vraiment il a des ambitions présidentielles, il faut qu'il rentre. Oui, alors pour cette présidentielle, on va rester là pour revenir peut-être sur les ennuis judiciaires, parce qu'on sait que son nom est cité dans beaucoup de dossiers. Il y a le dossier Yimdi, il y a l'insurrection, et puis il y a le putsch manqué également, où son nom a été en tout cas plusieurs fois cité. Mais est-ce que si d'aventure il rentrait, il a des chances en tout cas de faire peur aux autres candidats pour 2020? De chance de faire peur. Moi, je pense que ça, c'est une hypothèse qu'il faut mettre vraiment deux fois au conditionnel. Parce que Brem a parlé tout à l'heure de timing. C'est vrai, il est en train de se construire une carapace de présidentiable. Mais je crois qu'il met aussi la charrue avant les bœufs. Il doit solder un certain nombre de dossiers avec la République et puis avec la justice. Et je pense que dans son timing, là, l'idée principale, c'est de dire, bon, je suis prêt à répondre à condition. Je pense que c'est cette démarche-là qu'il devait avoir avant de déclarer même son intention à la candidature. Parce que quand tu déclares tes intentions, alors que tu traînes encore des casseroles, tu te tires pratiquement une balle. Donc vous serez peut-être plus heureux s'il disait, bon, voilà, on m'accuse de certains crimes, comme l'a dit Zungurana, et je suis prêt à faire face à la justice avant peut-être de répondre. En ce moment, il fait un acte de contrition, et puis dans le cadre aujourd'hui de la réconciliation nationale, on peut faire avaler des couleuvres à la République pour que les élections se passent de façon vraiment ouverte. Mais lui n'est pas dans cette démarche-là. Lui, il souhaite qu'on fasse table rase parce qu'il a des comptes à rendre. Il ne parle pas de ça, même par rapport à sa sécurité au niveau du RSP. Il ne demande pas, par exemple, des garanties à l'État. Il ne discute pas. On ne voit pas quelle action il mène. Peut-être qu'il y a des actions souterraines, mais je ne suis pas au courant. Il n'a pas une démarche qui vise justement à éteindre tous ces feux-là et lui permettre d'arriver vraiment, j'allais dire, un candidat. Je veux dire, mais supposons même que si par extraordinaire, il arrivait à rentrer et à vraiment apurer tous ces contentieux juridico-sécuritaires là. Supposons qu'il a... Bon, quelle chance il a d'être chose. Bon, c'est un monsieur, effectivement, les 13 mois de transition, bon, il a réussi au niveau des OSC, bon, à se faire un peu quelques acquaintances. Oui, non, vraiment. Il a distribué. Il a distribué quand même de l'argent. Vraiment. Il a distribué de l'argent à Thil Larigot. Il a distribué de l'argent à Thil Larigot, à des OSC, puisqu'on voyait. Oui. Mais aujourd'hui, voilà, il a distribué de l'argent à Thil Larigot, à des OSC, et bon, et vous voyez, bon.
de gauche à droite, il a souvent des voix, des gens qui donnent de la voix, nous sommes des gens de Zida, tout. Il y a tout ça. Mais électoralement, moi, je ne vois pas quel fief il est. Parce qu'une présidentielle, ce n'est pas vraiment du oba-oba. Une présidentielle, c'est un appareil, c'est des individus, c'est des moyens, c'est des connexions et c'est aussi la donne personnelle. Bon, Zida, si on prend les 13 régions, où, dites-moi électoralement, ou même à Yako, ce n'est pas évident son bastion natal. Ce n'est pas donc. Bien représenté. Voilà, si par extraordinaire il rentrait, à moins de faire vraiment partenariat, des alliances avec un autre parti, je vois mal comment il pourrait vraiment être élu. Même faiseur de roi, non. Je ne vois pas Zida même. Ce n'est pas une question d'élection, c'est une question de candidature. Mais il est candidat pour aller à l'opposition. Oui, non, c'est ça, je dis. Pour être candidat, il faut déposer un certain nombre de conditions. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'il règle un certain nombre de contentieux. C'est pour ça que je dis, si par extraordinaire, il arrivait à appuyer tout ça et à poser sa candidature, électoralement, je vois mal comment alors, il pourra se faire. Alors, Bourema n'est pas d'accord, en tout cas, avec vous. Non, c'est pas la question des OSC. Moi, en fait, j'ai comme l'impression que les Burkinabés, depuis quelques années, on aime s'attarder sur des fausses polémiques, sur des choses qui n'ont aucune importance. Quand on dit que Zida, les Burkina Faso des OSC, on connaît les vrais OSC au Burkina Faso. Quelques OSC qui ont émergé sous la transition ou juste après l'insurrection populaire, qui sont représentés par des individus sans aucun poids réel parce qu'ils ne représentent que eux-mêmes, qui n'existent que par les conférences de presse, ne sont pas des OSC. Moi, je ne considère pas ceux-là comme des OSC. Non, il faut que nous, au niveau de la presse, on ne donne pas du poids à des gens qui n'en ont pas. C'est ça aussi qui font que certains individus continuent à exister alors qu'ils n'existent. Ils ne représentent rien du tout. Je termine de donner. Il faut qu'on fasse la part des choses. Moi, quand on me présente des OSC, quand on me dit, par exemple, on parle de certaines organisations qui peuvent mobiliser 500 à 1000 personnes à la place de la nation, je les considère comme des OSC. Quand on considère des OSC qui ont des projets, qui ont des programmes et politiques, des projets et programmes qui influencent, qui font l'éducation à la citoyenneté, on parle d'eux. Mais ceux qui n'existent que... Les OSC des Zida, c'est lesquels? C'est ceux qui n'existent que par la presse. Donc, il faut que... Quand si Zida doit parler de son poids électoral, s'il compte sur ces acteurs-là pour se présenter à la présidentielle, vraiment il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que ce n'est pas une candidature qui mérite pas une base assez large. Oui, Inoussa, sur cette question. Je ne partage pas l'avis de Bourema Ouedraogo sur l'éventuelle candidature de Zida. Parce qu'il a quand même été chef d'État dans ce pays, il a été Premier ministre pendant 13 mois. Et rien qu'à voir le débat et l'engouement qu'a suscité la publication de son livre, on peut dire quand même que Zida a marqué les Burkinabés et que les Burkinabés veulent savoir ce qu'il dit et ce qu'il pense de l'actualité politique au niveau du Burkina. Deuxièmement, quand il a fait sa sortie sur France 24, c'est ce que je déplore d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas être au Canada, vouloir s'adresser à des Burkinabés pour passer par la France pour le faire. J'ai toujours dit, les médias burkinabés sont là, il peut passer par les médias burkinabés pour se faire entendre. Je vois rarement, ou je ne verrai pas, en tout cas, un média au Burkina qui refuserait aujourd'hui une interview avec Zida. Je ne comprends donc pas pourquoi il passe par la France pour s'adresser à ses compatriotes alors qu'il a toujours chanté sur tous les toits qu'il était... Bon, on passe sur ça. Mais vous pensez donc que si Zida, d'aventure, comme Zungrana l'a dit, on arrivait à faire table rase, en tout cas de tous ces contentieux, et qu'il revenait, il peut influencer donc cette présidentielle? Je pense que oui, parce qu'en politique, c'est le terrain quand même qui détermine qui est qui. Et a priori, on ne peut pas dire qu'un tel n'est rien parce que il ne mobilise personne. Aujourd'hui, peut-être Bourema lui-même, s'il se déclare candidat, quand bien même il n'a pas de parti, il aura certainement des partisans pour faire chemin avec lui. Donc je pense que Zida n'a pas encore annoncé qu'il est candidat. Il dit qu'il n'exclut pas d'être candidat en 2020. Bon, si c'est le cas, qu'il vienne. Maintenant, le terrain va vous dire qui est qui réellement, mais a priori, je pense qu'on ne peut pas dire que Zida ne peut pas influencer quoi que ce soit. Ceux qui prétendent à la magistrature suprême savent qu'il peut engranger des voix, il peut puiser dans l'électorat de certains partis politiques, et je crois que ce soit le MPP, que ce soit les autres partis politiques... Oui, je précise quand même, je précise ma pensée. Effectivement,
c'est le terrain la politique, c'est le terrain. Mais je dis pour le moment, sinon depuis 2014, j'ai toujours dit aussi, moi je me réveille un matin, rien de ce qui va arriver au Burkina ne va plus m'étonner. Depuis qu'il y a eu l'insurrection fin octobre 2014, tout est possible au Burkina. Et même souvent, celui à qui on ne pense pas, il peut devenir un jour président de ce pays-là. Mais pour le cas de Zida, si on prend à l'étape actuelle, je ne vois vraiment pas un fier. Parce qu'une présidentielle aussi, si c'est députation, conseiller municipal, mais une présidentielle, c'est lourd et c'est la donne personnelle. Je dis, pour le moment, moi, j'attends de, s'il arrive à apurer ces contentieux-là, s'il arrivait qu'il se présentait, j'attends de voir où, électoralement, il va peser. Vraiment, moi, j'attends de voir. Comme on a en pleine hypothèse, voilà, c'est des hypothèses. c'est possible aussi que ce soit un ballon de sonde. Qu'il est lancé. On est en pleine hypothèse, mais à l'étape où nous sommes aujourd'hui, quand on regarde la configuration de la scène politique burkinabé aujourd'hui, quand on dit que Zida était chef d'État, oui, par accident. C'est pas parce que Zida était quelqu'un on sait comment ça arrivé. Il a été Premier ministre, oui, par accident, parce que des Burkinabés ont fait l'insurrection le 31 octobre 2014. Et tout cela, effectivement, quand on revoit les conditions qui l'ont amené à occuper ces deux postes de responsabilité, il ne remplit plus. Si c'était à recommencer, il n'aurait pas la possibilité de pouvoir le faire parce qu'il a perdu les soutiens qui lui ont permis d'y arriver. Le fait qu'il ait occupé ces différents postes-là ne lui ont pas donné peut-être une certaine sympathie auprès des Burkinabés? Maintenant, comme il a dit, tous autant que nous sommes, si nous présentons un candidat, nous allons avoir des sympathisants. Mais ils sont combien? Nous parlons d'une élection présidentielle. Si c'est ça, si moi je dois prendre mes amis, bon, est-ce que j'aurai 0,03%? C'est ça. Est-ce que ça fait de moi un candidat? Alors, on va évoluer dans le débat parce que Zida, sur la transition, il s'est exprimé. Il s'est exprimé aussi sur le volet sécuritaire. Il a dit que c'est après lui qu'il y a eu les premiers attentats, en tout cas au Burkina Faso, et qu'il a l'impression, en tout cas, que les autorités actuelles n'arrivent pas à faire face à ces défis, malgré donc les efforts qui sont faits. Non, c'est pas vrai déjà de dire que c'est après lui, parce que le premier attentat contre Samarkand, c'était en octobre. Il était encore Premier ministre. Donc il faut aussi qu'on restitue l'histoire. Parce que, en fait, j'ai comme l'impression, le problème avec Zida, c'est que Zida se présente toujours comme celui de tout, c'est l'homme de la situation. Non, l'homme de la situation, l'homme le plus vertueux, l'homme le plus capable de tout, et les autres ne sont rien. C'est ça le problème avec Zida. Parce que quand on lit même son livre, Zida est tout. Il a tout à reprocher à tout le monde, sauf à lui et à lui seul. Et quand il dit que c'est après lui que la situation sécuritaire a commencé, tout le monde sait, et depuis longtemps, quelqu'un a dit qu'après le Mali, c'était le Burkina. On l'a combattu, on l'a même sous Blaise. Ça veut dire que le processus avait déjà enclenché, que depuis la suite du Mali, de la Libye et d'une certaine mesure le Mali, les pays qui allaient suivre, ça allait être le Burkina et le Niger. Le processus a commencé. Maintenant, ça n'exempte pas effectivement sa remarque selon laquelle les autorités actuelles peuvent ne pas être suffisamment compétentes face à la situation. Mais de là à dire que c'est parce que lui, il était hyper compétent, que ça c'est pas arrivé. C'est pas ce qu'il a dit. Oui. Non. Sur son constat là, moi je suis d'accord avec son constat. Il peut dire ça a commencé avec lui, il n'était pas là, il n'a pas géré la situation. Effectivement, il y a une crispation autour de la question du terrorisme. On a vu comment le gouvernement a eu du mal à s'en remettre. Dieu merci, la situation semble être prise, maîtrisée. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que, effectivement, je rejoins un peu Brema, c'est qu'il fait le constat avant. C'est-à-dire que sous lui, ce n'était pas comme ça. Mais il y a eu un passage à vide. On est en train de reprendre la main. Je pense qu'en tant que bon militaire, il aurait pu dire effectivement, j'ai constaté avec vous que la situation s'est détériorée. Ça a commencé avec moi, ça allait être plus honnête, mais on était en situation de transition. Et aujourd'hui, le gouvernement, mes frères, dames sont en train de prendre... Je pense que ça doit être un honneur que de faire un constat assez objectif. Mais là, s'il veut tirer la couverture
sur lui. Bon, on va lui demander de venir nous aider. Non, je pense qu'effectivement, il y a du vrai dans ce qu'il a dit, parce qu'il dit que, bon, en fait, il n'a pas rejeté les efforts faits par le pouvoir actuel. Il dit que, bon, le pouvoir actuel, bon, se démène comme un beau diable, mais il n'arrive pas à juguler, n'est pas à la hauteur. Bon, ce qui est un peu vrai, parce que il a fallu quand même le changement dans le dernier remaniement des deux ministres concernés pour qu'on sente une certaine embellie. Il aurait pu effectivement, par honnêteté intellectuelle, dire qu'aujourd'hui quand même, il y a une inversion et que l'État burkinabé est en train de ça. Bon, concernant la transition, effectivement, bon, il a bénéficié de l'usufruit de cette transition. Ça fait 13 mois qu'il a duré cette transition. Mais je dis toujours, je fais la part des choses. Notre transition a été vraiment bien conduite. Mais ce n'est pas grâce à Zida. Je pense que si on doit féliciter quelqu'un, c'est le président Michel Kafando. Parce que ce monsieur-là, il avait un certain âge, il voulait sortir la tête haute de cette affaire-là. Zida, justement, avait été accusé de vouloir prolonger si on n'avait pas eu un bas Michel, je ne suis pas sûr que notre transition de 13 mois-là allait... C'est vrai qu'il y a eu des couacs, il y a eu tout, mais prenez la RCA. Même là-bas, il a fallu que la dame, là, Catherine Samba Panza, et nous bien son paille pour pouvoir tenir. Mais malgré ça, regardez la RCA aujourd'hui. La RCA, où il y a eu des élections, mais Arkan Touadéra, c'est quoi il contrôle? C'est Bangui, et puis c'est Faubourg. Sinon, le reste là, c'est des rebelles qui se servent sur la bête. Donc, le pouvoir, c'est Bangui, pour ne pas dire même le palais présidentiel de la Renaissance que Touadéra. Mais ici, quand même, on a eu la chance, on a évité la guerre civile. Mais je pense que tout ça, bon, Zida tire ça sur sa côte, mais je pense que le mérite revient à Mba Michel, quand même, qui a beaucoup travaillé, parce qu'on a vu qu'il y a eu des moments où on allait droit au mur, et Mba Michel a dû ramener. Oui, donc, bon, tout ça, je ne sais pas s'il peut vraiment capitaliser ça pour venir. Bon, il peut, bon. Mais voilà, oui, bon, c'est vrai, rien, aujourd'hui au Burkina, là, rien n'est impossible. D'accord, oui, Inoussa, très rapidement, Je pense que le mérite revient à tous les Burkinabés, au peuple burkinabé, à sa jeunesse notamment, et à tous ceux qui se sont engagés sérieusement pour que cette insurrection aboutisse. Je pense aussi que, globalement, la classe politique burkinabé a fait preuve d'une certaine maturité, et ce qui a permis, d'une manière ou d'une autre, quand même à ce que cette insurrection-là aboutisse. Je pense aussi que là où Zida fait fausse route, c'est de vouloir condamner effectivement non seulement ses frères d'armes, mais aussi les autorités qui luttent contre le terrorisme, alors que lui-même, il a quitté le pays au moment où on avait le plus besoin de lui. Il était général, tout frais, il était le plus jeune général du Burkina. On avait besoin. Un grand polémique quand même, quand il partait, on était en fin décembre 2015, mais dès janvier autour du 15, on nous a frappés. Ça veut dire que si vraiment Zida se préoccupait autant de la question sécuritaire du Burkina, il aurait pu dire je suspends mes vacances auprès de ma famille et je rentre parce que la patrie a besoin de moi. Il ne l'a pas fait et il ne fait pas non plus son autocritique sur cette question-là. Deuxièmement, il dit qu'il a rejoint sa famille parce que lui se sentait en insécurité. Et quand tu te sens en insécurité et qu'à un moment donné, c'est tout ton pays qui est en insécurité, je pense que entre l'insécurité au niveau individuel et l'insécurité au niveau de tout le pays, pour un général, ça pose problème. Et pour quelqu'un qui a la prétention de diriger le pays, il y a quand même un problème. Si cette question, effectivement, le problème de Zida avec la transition, c'est que Zida oublie que la transition, c'est parce que, si la transition a réussi, c'est moins parce que lui, Zida, était fort et était aimé. C'est parce que les Burkinabés étaient dans une situation... Par exemple, qu'il a résisté face au RSP. Si la résistance face au RSP, on le doit d'abord principalement, comme Younous l'a dit, à la jeunesse burkinabé qui les mène nus. Ce sont à plusieurs reprises opposés effectivement à la prise d'otage de la transition par les RSP. Ça c'est constatable, il y a des dates précises au cours de la transition où on a vécu ça. Et Zida ne peut pas faire l'impasse sur ces sacrifices des Burkinabés. Deuxième chose, si la transition a réussi aussi, c'est parce que au niveau de tous les acteurs, y compris la classe politique,
il y avait une sorte de modus vivendi pour faire en sorte que nous sortions de la transition. Et enfin, nous avions, comme Dieudonné l'a dit, un président qui était d'une certaine sagesse et qui avait... Qui voulait véritablement sortir la tête haute de cette transition, ce qui n'enlève rien, effectivement, au mérite des IDA et de tous les membres du gouvernement, du Conseil national de la transition et de tous les acteurs institutionnels de la transition. Maintenant, il ne faut pas que chacun tire la couverture vers lui en oubliant les sacrifices que les autres ont dû... Mais malheureusement, le reproche qu'on fait à Zida, même jusqu'à présent, il y en a qui remènent, qui disent que sous la transition, bon, ils ont vraiment lutté pour vraiment chose. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ils n'ont rien. Donc, en fait, chacun... Et le professeur Laurent Barreau le dit. Souvent, certains pensent qu'à la limite, même l'insurrection et les tensions, on a vu des jouisseurs se plaindre parce que, bon, aujourd'hui, le pouvoir ne les a pas récompensés, certains individus, parce qu'ils ont lutté pour l'avènement de cette démocratisation-là. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on reproche, on reproche à beaucoup de gens qui pensent que c'est eux la transition. Voilà, non, c'est tout la transition. Mais je dis, dernier mot sur ce sujet. Je crois que c'est tout à fait légitime, puis c'est humain de la part des IDA d'essayer de jouir des usufruits de la transition. Parce que n'oubliez pas que c'est vrai que Brahim a dit que c'est quelqu'un qui est arrivé par accident dans l'histoire politique du Burkina Faso. Mais les 13 mois, il a appris beaucoup de choses. Ça l'a révélé. C'était un des visages aussi de la transition. Quoi qu'on le dise. C'est vrai, il y a Bas Michel, mais aujourd'hui, quand on parle de la transition, aujourd'hui, beaucoup de gens voient aussi Zida qui a incarné. Voilà, c'est cette période qui nous a ouvert les voies de rétablissement de l'ordre démocratique. Donc, il a quelque part... N'oublions pas qu'il est en train de devenir un homme politique aussi. C'est une démarche politique qu'il est en train de construire. Donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, le gars, il se sente quand même avoir joué un rôle et qu'il faut qu'on lui reconnaisse ça, même si c'est un peu. Parce que... Non, le lui reconnaît. Oui. On dit, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul qui a fait le travail. On va clôturer ce chapitre et puis parler d'un tout autre sujet. En tout cas, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive au cours de cette semaine. Il s'agit de la nomination de l'ancien Premier ministre Paul Kaba-Thiéba au poste de directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation. Alors, cette nomination a créé l'incompréhension chez les uns, d'autres par contre saluent l'humilité de l'homme. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de ce voyage entre le palais de Koulouba et les locaux de la Caisse de dépôt et de consignation? Zungrana. Non, moi d'abord, je trouve que c'est quand les autorités nomment un monsieur à un poste, c'est qu'elles estiment que ces messieurs-là, bon, fait l'affaire. Et peut-être qu'après cette nomination, on peut, après coup, se rendre compte que c'est une erreur de casting. Mais je trouve d'abord que le pouvoir, il y a un pouvoir élu, il nomme qui il veut à n'importe quel poste. Deuxième constat, je pense que ce n'est pas immérité ni honteux d'être Premier ministre et puis après être directeur de la Caisse de dépôt et de consignation. Oui. Enfin, je pense que c'est, comme nous l'avons titré, c'est un retour aux vieilles amours pour PKT. Paul Kaba-Thiéba, parce que c'est là-bas qu'il a commencé sa carrière en France, à la Caisse de dépôt et de consignation. Il a commencé là-bas avant d'atterrir à la BCEAO en 1994. Donc, on estime qu'au niveau du Burkina, s'il y a bien quelqu'un qui peut faire l'affaire, bon, c'est bien lui, donc on l'a nommé là-bas. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens se mettent à jaser. D'ailleurs, je trouve que il faut que les Burkinabés changent de mentalité. Pourquoi? Parce que ici, quand quelqu'un a été ministre ou DG, quand on l'enlève, il ne veut plus retourner là. Mais avant que vous ne soyez ministre, vous étiez où? Mais il faut retourner là-bas. Vous êtes professeur d'université, professeur de lycée, avocat. On vous enlève, les gars sont là, ils passent par des réseaux pour toucher le... Ah, monsieur le président, je suis toujours là. Hein. Est-ce qu'on a hérité ça, effectivement, de l'ancien régime? Parce que Blaise, il avait son système. Lui, il recyclait le personnel politique. Vous êtes ministre 5, 10 ans, on vous envoie comme ambassadeur, vous faites 2, 3 ans, il vous ramène comme ministre ou comme premier ministre. Mais tout ça, ça marchait parce que Blaise, il avait vraiment fait ça pour recycler. Il fonctionnait avec un cercle fermé. Et d'ailleurs, je reproche le régime dessus là, parce qu'il avait fermé la porte
comme on dit, aux 70 ans, comme nous, ceux qui sont nés dans les années 68, 69, 70, on n'a jamais pu monter. C'est le même personnel, des gens qui ont été ministres à 28 ans, 10 ans, 20 ans après, ils sont reministres. Et pendant ce temps, on voit la génération Toussaint, tandis que des quadrés, des cancas comme nous, là, on n'a jamais pu monter. Ici, et quand tu bavardes avec quelqu'un, tu dis non, vous êtes pressé. Et pendant ce temps, ils sont ministres 20 ans. Je trouve que la mobilité professionnelle et ministérielle n'était pas ça. Donc, je pense qu'ici, Paul Kéba a du mérite accepté, ça fait preuve de l'humilité. Et puis, bon, je ne pense pas que c'est immérité. Et je pense que si le gouvernement l'a mis là, et puis il a 1 an de la retraite au niveau de la BCEAO, bon, les mauvais, les lents, les bouches fendues au mauvais endroit disent aussi que comme il n'a pas eu le poste de vice-gouverneur à la BCEAO, parce que son frère Norbert Toé lui a devancé, bon, il a préféré se contenter de ce lot de consolation-là. Bref, mais je pense que l'un dans l'autre, si on l'a nommé, c'est qu'il fait l'affaire. Alors, on va voir si votre avis est partagé autour de la table. Oui, Bourema. Il y a deux choses. Moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'il ne faut pas aussi en vouloir à ceux qui estiment que c'est pas normal qu'ils reviennent. Sauf que dans ce pays, on est passé, comme je le disais tantôt, on est en train de devenir coutumier des forces polémiques. PKT, qui le connaissait avant qu'on le nomme Premier ministre au Burkina Faso? Ils étaient combien à le connaître? Il est arrivé Premier ministre, on a été nombreux à dire qu'il n'avait pas le profil du poste et qu'il n'en avait pas les compétences. Aujourd'hui, on le nomme à un poste inférieur, on est en train de crier sur tous les toits que non, il mérite mieux que ça. C'est pour dire en fait que c'est quoi? La question qu'on se pose, est-ce que PKT va apporter quelque chose dans ses nouvelles fonctions à l'État burkinabé? Je crois que tous autant que nous sommes, c'est ce que nous sommes en droit d'exiger de lui aujourd'hui et du président du Faso qui l'a nommé. Sinon, tout le reste là, c'est des débats. Alors, des gens pensent qu'être Premier ministre, c'est quand même être la troisième personnalité d'un pays. Est-ce qu'on ne pouvait pas lui trouver un poste à l'international, par exemple? Et le timing aussi, parce qu'il a nommé des ministres qui sont toujours ministres, et lui aujourd'hui, il est DG. Est-ce que peut-être si on avait attendu dans 2-3 ans, ça ne serait pas mieux? Quand vous regardez sa nomination, on a dit au titre de la présidente du Faso. Ça veut dire qu'il est rattaché à la présidente du Faso, il n'est rattaché à aucun ministre. Oui, mais il reste DG quand même. Mais en plus, le problème c'est que on ne fait pas concours pour être Premier ministre. Si celui qui t'a nommé Premier ministre estime qu'après avoir été Premier ministre, ce que tu mérites c'est être DG, mais pourquoi tu te plains? Et à partir du moment où l'individu lui-même accepte, ou l'intéressé lui-même accepte, il aurait pu refuser. Donc ça veut dire que lui et celui qui l'a nommé aux deux fonctions sont tous consentants que c'est ce qu'il mérite à l'étape actuelle de l'évolution du Burkina Faso. Moi, je tenais à parler de recyclage du personnel. C'est un élément important quand on dirige un pays. Vous savez que même sous la transition, Michel, et on allait le tirer de sa retraite. C'était un retraité. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de gens actifs qu'on pouvait solliciter pour diriger une transition qui était annoncée houleuse, dangereuse, qui pouvait virer à la guerre civile? On a tiré un retraité. Il a fait du bon travail ou pas? Chacun est juge. PKT, quand il venait, Brema l'a si bien dit, personne ne le connaissait. Il est venu, à l'épreuve de fait, on a trouvé qu'il n'avait pas la carapace nécessaire pour conduire le gouvernement. Il y a eu un remaniement. On l'a enlevé. Aujourd'hui, il revient avec une autre casquette. Mais moi, je voudrais dire une seule chose. Parce que souvent, ça, c'est des discussions, j'allais dire puériles. J'ai l'impression que le Burkinabé s'ennuie. Vraiment poser la bonne question. Sera-t-il utile à la place où il est, compte tenu de l'expérience? Se demande aussi, est-ce qu'il est le seul? Est-ce qu'on n'a pas d'autres cadres assez compétents pour gérer cette question? La CDC, pour ceux qui ont suivi le dossier, c'est un dossier CABA. C'est sa création. Et le président, pour moi, le président a été bien inspiré. Compte tenu du fait, si je m'en tiens à propos de donner, comme il n'a pas pu réintégrer sa maison mère, entre guillemets, il y avait du boulot ici. Le CDC devait être lancé, même la Banque agricole devait être lancée depuis juin 2018 pratiquement. Pourquoi? Avec la situation trouble qu'on a connue, un gouvernement chahuté avec des remaniements, on n'a pas pu boucler le dossier. Je pense qu'autour du président, la meilleure personne, aujourd'hui, pour porter
ce projet-là, les premières années, c'est Kaba. On ne sait pas quel contrat il a signé avec le président. Mais les gens jugent aussi son passage à la primature qui n'a pas été... On se demande, est-ce qu'ici également, il pourra impulser vraiment le dynamisme nécessaire pour réussir la mission. Ici, c'est un poste technique. C'est un poste de banquier. C'est sa matière. Il dirige le bras financier de l'État chargé de collecter l'épargne, les fonds nécessaires pour financer les projets structurants. Oui, qui plus c'est ça. Bon, c'est un peu sa chose. Il y était en France il y a 30 ans. Et aussi au Burkina, on le confie un peu une excroissance de ça. Je pense que, bon, vraiment, il a un peu ici le profil de l'emploi. Maintenant, alors au fond de ce que vous avez dit tout à l'heure, si les gens aussi jasent, c'est qu'on se dit effectivement, bon, on est allé... Comme on dit, bon, on aime aller chercher les hauts cadres offshore, c'est-à-dire extérieurs pour venir les installer ici. Effectivement, au niveau, non, allons au fond des choses. Au niveau du MPP, effectivement, bon, il y en a aussi qui éructent comme ça, ils disent que bon, nous sommes là, nous nous sommes battus pendant la campagne dans ma province. Bon, j'ai quand même le MPP a eu, je me suis battu, le MPP a eu près de 80%. Bon, voilà qu'on va chercher un monsieur futur technocrate, il est venu, il était d'abord Premier ministre pendant 3 ans, c'est que certains même du MPP, on a vu la sortie de Émile Flore, bon, il a dit tout haut ce que certains du MPP pensent tout bas. Donc voilà un monsieur, on est allé le chercher à la BCEAO. Il est venu, il a fait 3 ans à la primature. Il y a des gars du MPP qui auraient pu aussi occuper ce poste. On l'enlève 2 mois ou 1 mois après, on le met encore à un autre poste. Et pendant ce temps, il y a des gens du MPP qui sont là, qui rongent leurs freins. Donc, peut-être les plaintes là viennent aussi de là-bas. Sinon, je pense que si on veut analyser objectivement et froidement, ce monsieur, le poste où on l'a nommé, c'est sa chose, il y était il y a une trentaine d'années, c'est lui-même qui a vraiment ici, qui a créé ça. Donc, je pense qu'ici, il a le physique de l'emploi. Maintenant, bon, c'est au pied du mur qu'on connaît le bon maçon. Il faut attendre de voir. D'accord, oui, Inoussa. Je pense qu'on a assisté à un faux débat. Comme d'habitude au Burkina, effectivement, j'ai l'impression qu'on s'ennuie. On n'a pas de sujet de débat. Donc, tout est objet de polémique. Quand tu ris, il y a polémique. Quand tu pleures, il y a polémique. Quand tu te tais, il y a polémique. Quand tu parles, il y a polémique. Sinon, Jean-Baptiste Ouédraogo a été président dans ce pays. Aujourd'hui, il est pédiatre. Il soigne nos enfants. Mais ça n'enlève en rien là, vous me le fait que lui, il a accepté de rejoindre, mais il y en a qui n'allaient pas accepter. Nisofor Soglo a été président. Vous me rejoignez. Après la présidence, il est devenu maire. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment un faux débat. Et moi, je dis plutôt que si Paul Kaba-Thiéba a accepté d'occuper un poste de DG, nous devons plutôt nous interroger sur qu'est-ce qu'il y a là-bas pour que Kaba-Thiéba accepte d'y aller. Bon, ça veut dire que la CDC n'est quand même pas n'importe quoi. Et qu'on doit ouvrir l'œil pour voir véritablement ce qu'il y a et ce qui s'y passe. Le principal enjeu, à mon avis, c'est ça. On dit qu'il a le profil du poste, c'est bien. Mais c'est au pied du mur qu'on verra véritablement de quoi il est capable. Parce que quand il venait à la primature, on avait dit aussi qu'il était l'homme de la situation. Attendons de le voir au pied du mur. Je ne pense pas qu'on avait dit qu'il était l'homme de la situation. Oui, mais déjà le président du Faso, quand il a élu, a dit qu'il était l'homme de la situation. Mais quand on regarde en tout cas les différents commentaires, il y a des gens qui parlent de gouvernance, qui font référence à Émile Paré, justement, le docteur, le charnois du Nayala, qui a dit que le pouvoir était géré par un cercle d'amis et que justement Paul Kaba-Thiéba fait partie de ce cercle et qu'on aurait pu mettre quelqu'un d'autre. Vous la même trompette que moi. Ça veut dire il y a des gens du Sérail, pour ne pas dire du MPP, qui ne sont pas contents vraiment de cette nomination d'abord comme Premier ministre et puis de cette nomination à la tête de la CDC parce qu'ils estiment qu'ils sont là, ils ont lutté pour l'accession du MPP au pouvoir. Il n'y a pas de raison qu'on fasse venir et c'est pour ça le chat noir du Nayala, il a dit tout haut ce que certains murmurent tout bas. Mais ça c'est un débat, c'est un débat de politiciens. C'est un débat de politiciens, c'est une politique même interne. En tant que président, première fois qu'on voit ça en tant que président du Faso,
le peuple me donne la responsabilité je dis, de voir qui est le plus apte au poste Oui, c'est ça, je que dis, je les peux le nommer. autorités, quand ils Et en nomment fonction quelqu'un, aussi oui, d'un certain nombre de oui, circonstances. mais maintenant, ça n'empêche Je pas ne vais que pas là, te nommer non. parce que tu es mon ami, même si tu es incompétent. Non, c'est la preuve que notre classe politique est complètement déphasée et qu'il faut mettre toute cette vieille classe politique-là, cette vieille garde-là dehors. Parce que la question de fond, on nous amène ici des débats qui n'ont aucun intérêt avec notre avenir commun. Est-ce qu'aujourd'hui, que le MPP ait des problèmes avec la gestion du personnel politique ou surtout du chef de l'État, on s'en fout, on va s'en prendre au chef de l'État. Ou décider à l'interne que le président ne faisant plus leur affaire, il ne sera plus leur candidat. Ça, c'est leur problème interne. Mais la question de fond qu'on doit nous poser aujourd'hui, ce n'est pas une question de répartition du pouvoir entre militants du MPP. Moi, en tant que citoyen burkinabé, ça ne m'intéresse nullement de savoir quel est le profil politique des acteurs qu'on nomme à la tête des différentes institutions, aux différents postes de responsabilité. Ce que je veux savoir, est-ce que ceux qu'on nomme ont le profil de l'emploi et peuvent faire le bonheur des Burkinabés? C'est ça ma préoccupation. Maintenant, les débats autour de est-ce qu'il est venu de la primaire, un poste de Premier ministre, c'est respectable. Il faut que les gens, on soit sérieux avec nous-mêmes. Il faut qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. On sait d'abord que dans ce pays, un poste de Premier ministre, tu le dois par la volonté du chef de l'État. Pas parce que tu as des compétences. Si le président veut aller prendre n'importe quel vanité, venir nommer Premier ministre. On a vu des gens ici qui ont été nommés Premier ministre, on a douté qu'il fasse. Souvenez-vous quand on a nommé Luc Adolphe qui est au Premier ministre. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Il ne fera rien, c'est un journaliste. Comme si les journalistes sont les derniers. Pourtant, quand on va regarder tous les premiers ministres de Blaise Compaoré, Luc ne fait pas partie des derniers. Au moins, il faut que les gens, à un moment donné, acceptent de juger les gens sur les résultats. Bourema, je ne suis pas totalement d'accord avec Bourema. C'est vrai que si le MPP a des problèmes pour la gestion de son personnel, c'est un problème interne. Malheureusement, mais malheureusement, c'est un parti qui gère le pouvoir d'État. Donc, ça parasite sur puisque c'est le même personnel, le personnel politique là. C'est pas des extraterrestres. Ils ne viennent pas de Mars. Ils sont dans l'administration. C'est des gars aussi, leur mécontentement peuvent impacter même sur la masse administrative. Donc on ne peut pas, en tant que citoyen lambda, on ne peut pas dire non, ça regarde le MPP, parce que les gens qui grommellent là aussi, ils sont là, souvent ils sabotent même le travail, parce que c'est quoi un Premier ministre effectivement? C'est infusible. C'est parce qu'au Burkina, ici, on n'a pas... Un Premier ministre est infusible. Si le mercure social ou politique monte jusqu'à un certain degré, ce fusible-là, on le saute et puis on saute. Mais effectivement, voilà, un président du Faso, on est dans un pouvoir présidentialiste fort ici au Burkina. Le président du Faso, il a tous les leviers, c'est lui qui nomme le Premier ministre. Le jour où ça ne va pas, il le débarque. Ça, c'est clair. Alors, on a compris vos différents points de vue, en tout cas sur ce sujet. On va rester peut-être toujours dans le domaine économique pour parler de l'ouverture officielle, en tout cas de la Banque agricole du Burkina. On a un économiste avec nous sur ce plateau. Alors... L'économiste même, dont le journal même s'appelle l'économiste du Faso. Voilà. Alors, c'est une banque qui était attendue par le monde rural, mais des questions se posent parce que ce n'est pas la première banque agricole du Burkina. Il y en a eu, je pense qu'il y a eu la CNCA, il y a eu la BNDB. Voilà. Donc, des banques en tout cas qui ont eu des problèmes. Est-ce que la nouvelle banque aujourd'hui pourra en tout cas résister et puis faire le bonheur de ses producteurs? C'est une question difficile. J'ai tendance, sur ce coup-là, je vais citer Bama, qui vivra verra. Parce qu'effectivement, il y a un besoin fort au niveau du monde paysan d'avoir un levier financier pour financer les activités. Tout le monde sait que ce pays à 80% agricole. Une bonne partie de ses ressources provient, exception fait des mines. Et c'est cette activité qui occupe beaucoup de millions de Burkinabés. Comment fait-on pour que cette agriculture se mécanise, se développe et soutienne l'économie de façon générale? Donc, ça, c'est une revendication de la CPF, Confédération paysanne du Faso, ils ont fait le plaidoyer avec tous les gouvernements. Et finalement, sous le MPP, quand il a pris le pouvoir, il en a fait une priorité. Il y a eu de très longues discussions. Les banquiers classiques n'étaient pas d'accord parce qu'on a vu effectivement l'expérience de la CNCA. Et si vous regardez dans la sous-région, la plupart des banques agricoles ont disparu. Parce qu'avec le pass
Les gens ont trouvé qu'on perdait. Il faut aligner tout le monde sur le même système. Donc aujourd'hui, pour le Burkina, je crois que c'est une souveraineté qu'on essaie un peu de remettre en place. Maintenant, le contenu, il faut que quand les responsables vont être installés, le gouvernement a donné la ligne directrice, soutenir les activités de production, financer le monde agricole, financer le développement du monde agricole. Il faut qu'on voit dans les faits, dans les orientations qui vont être développées et comment ça va se passer. Sinon, sur le papier, on peut dire que c'est une banque qui est nécessaire. Elle répond à un besoin des producteurs. Maintenant, sur le terrain, il faut attendre de voir. D'accord, oui, Inoussa. C'est une banque qui est la bienvenue parce que pratiquement, comme il a dit, depuis les années 90, les paysans en demandaient. On espère vraiment que cette banque qui est ouverte sera la banque des paysans, la banque des agriculteurs. Il ne faut pas encore que ceux qui ont le pouvoir politique et qui se sont convertis en agro-businessmen aillent s'accaparer encore les millions au détriment des pauvres paysans, voilà, et des petits producteurs. Ils ont promis de financer et d'accompagner aussi l'agriculture de subsistance. C'est une très bonne chose. L'essentiel pour moi, c'est que les paysans puissent accéder à cette banque-là. Et que surtout, cette banque-là ne reste pas seulement à Ouagadougou. On connaît les zones de production du Burkina, on connaît les zones qui sont prétendues être les greniers du Burkina. Il faut que cette banque-là donc aille vers les paysans au lieu de s'asseoir à Ouagadougou pour que les paysans viennent vers eux. Donc, dans tous les cas, on va essayer de suivre et d'espérer que... En tout cas, ces inquiétudes existent et persistent parce qu'on a vu tout à l'heure la Banque de l'Habitat qui a changé de nom, qui a été repris par... oui, je pense que ce que les confrères ont dit, effectivement, bon, c'est une nouvelle banque qui est dédiée au monde agricole. Bon, on espère effectivement que vraiment cette banque-là va un peu soulager vraiment cette catégorie sociale parce que vraiment les paysans en ont besoin. Maintenant, effectivement, il y a des inquiétudes parce que, bon, d'abord, quand j'ai écouté, les capitaux sont vraiment pratiquement étatiques. C'est l'État qui détient bon, le capital majoritaire. Et quand on voit le sort qui a été réservé à la BNDB pour ceux qui sont d'un certain âge, il faut vraiment faire attention, comme l'a dit Younous, pour que après certains qui ne faisaient pas de l'agriculture, bon, mais vont rapidement inventer des business agricoles pour venir siphonner justement les fonds de cette banque-là. Et après, c'est ceux-mêmes à qui ces fonds sont destinés, bon, qui ne vont rien avoir. Surtout que c'est vraiment une banque où l'État est très fort. Et souvent, quand c'est public-là, il y a souvent la gabegie, il y a un laisser-aller. Deuxième constat, je souhaite aussi que quand même, vous l'avez cité le cas de la banque de l'habitat, bon, il faut aussi que cette banque-là fasse aussi diligence pour savoir que bon, les paysans, ça ne peut pas être comme monsieur tout le monde, il faut qu'on fasse des mesures souples pour que ces paysans-là aient accès. Si je prends, restons sur la banque de l'habitat. C'est une banque qui n'a pas rempli son rôle. Je le dis ici, haut et fort. Vous allez pour prendre un crédit pour construire votre masure, votre petite hutte. Bon, on vous dit, vous avez besoin de 10 millions. On vous dit d'amener 5 millions. Et avec des garanties pas possibles. Mais je dis, si j'avais toutes ces garanties, et puis je ne vais pas venir vous voir. Si vous amenez même cette garantie, la banque de l'habitat, c'est elle qui se propose d'aller payer vos tôles, votre ciment, et qui vient voir, bon, les murs s'élever, les bétons. Oui. Bon, donc en fait, vous n'avez pas... Voilà. Oui. Donc finalement, même... Non, je dis, il faut vraiment... Ensuite, enfin, troisièmement, j'ai écouté le président du FASO qui dit qu'on a 15 banques ici, mais le taux de bancarisation aussi est très faible parce que c'est quoi? Il faut que nos banques aussi soient modernes et que vraiment ils acceptent. Le risque zéro n'existe. Mais je dis toujours, en 96 ou en 97, je suis sorti, c'était le CFOP qui était ministre de l'économie et des finances. On a fait le tour des banques. Dans toutes les banques, il s'est écrit, mais pourquoi gardez-vous autant de liquidités par devers vous? Ici, si vous voulez un crédit dans une banque, je vous dis, c'est la croix et la bannière. Or, on dit la bancarisation, venez déposer votre argent. Vous déposez, mais ceux qui déposent là, souvent, c'est ceux qui n'ont même pas besoin. Quelqu'un a 1 million, on lui dit, mais toi, tu n'iras pas. Et prenez même les GAP. Souvent, on dit la bancarisation. Vous allez
vous allez vous lever un week-end avec votre carte bancaire, vous allez faire 10 gaps et vous ne pouvez pas retirer de l'argent. Bon, plein de façons dire non, ne gardez pas des sous sous vos lits, mais les gens ont quand même besoin. Donc je vais dire, il faut que les banques aussi fassent tout pour satisfaire cette clientèle particulière. Ok, oui, vraiment. Non, comme l'ont dit les autres, moi je crois que c'est une bonne chose effectivement si on peut mettre un outil de financement du monde agricole au Burkina Faso. Maintenant, est-ce qu'on a suffisamment tiré les leçons du passé? Parce que on a une banque agricole qui a été liquidée, rachetée, et où la gestion posait problème parce qu'il y a eu beaucoup de levées de boucliers si la gestion de cette banque. L'État n'a jamais voulu tirer au clair effectivement les suspicions qui portaient sur les premiers responsables de cette banque. C'est d'ailleurs le premier ministre d'ailleurs après ces suspicions. Quelles sont les garanties aujourd'hui que nous avons que cette nouvelle banque ne va pas subir le même sort que les prédécesseurs? C'est là toute la question. Parce que les experts disent, il y a beaucoup d'experts moi je lis beaucoup d'experts qui disent non, en fait, pour financer le monde agricole, on n'a pas forcément besoin de créer une banque. Tout dépend des mécanismes et des capacités de négociation entre l'État et les banques qui existent pour définir pour tracer des lignes de financement, des lignes budgétaires. C'est une option. Maintenant, ces mêmes experts disent que doutent effectivement de la fiabilité d'une banque agricole dans le contexte actuel de l'économie nationale du Burkina Faso. L'un dans l'autre, nous ne pouvons que souhaiter bon vent à la banque agricole et espérer effectivement qu'elle pourra effectivement être à la hauteur des missions des attentes des paysans. D'accord. Alors, merci en tout cas pour vos différentes contributions. Je voudrais peut-être tout de suite dire que ce n'est pas évident qu'on puisse aborder le sujet sur l'Algérie, mais on va parler très rapidement du Mali, après donc le massacre de plus de 150 civils, majoritairement en tout cas de la communauté Peul dans le village d'Ogosagou. Alors, le gouvernement a pris certaines mesures, dont le limogeage des chefs militaires et la dissolution de l'association Dana Amassagou, alors accusé d'être derrière cette attaque. Alors, quel commentaire sur ces crimes et la réaction donc des autorités maliennes? Inoussa. Au Mali, les autorités ont eu le courage de dissoudre l'organisation, ou en tout cas le groupe d'autodéfense qui était à l'origine de ce massacre-là. Dans le cas du Burkina avec Yirgou, certains acteurs de la société civile et certains parents des victimes avaient aussi réclamé que les Kologos puissent en tout cas connaître le même sort. Jusque-là, on attend de voir. Mais ce qui est essentiel n'est pas seulement la dissolution de ces structures-là. Je pense que nous devons réfléchir à notre vivre ensemble collectif. Le 7 avril prochain, les Rwandais vont fêter le 25e anniversaire du génocide rwandais. Et ça doit nous amener à réfléchir par rapport à ce qui arrive, notamment à la communauté Peul. Et se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres, et que la bêtise humaine n'est pas loin, et que nous devons parler pour comprendre ce qui arrive et trouver les causes profondes au lieu de s'attaquer simplement aux conséquences. Je pense aussi que la communauté Peul doit mener la réflexion et prendre les devants plutôt que de jouer les victimes pour réfléchir à comment et pourquoi tout ça arrive. Sinon, la réponse qui consiste, comme on l'entend souvent, à demander à la communauté aussi de s'armer, de se former pour apporter la riposte, me paraît être une situation, en tout cas une solution suicidaire. Nous devons réfléchir ensemble. Ce n'est pas que la communauté Peul, mais nous sommes tous interpellés en tant qu'êtres humains sur la question Peul. Et il ne faut surtout pas négliger cette question-là. Il ne faut surtout pas penser que ce n'est qu'une communauté, parce que ce qui arrive au Peul peut arriver aussi à toutes les autres communautés. D'accord, oui. Tao. Bon, moi, je voudrais peut-être axer mon propos sur autre chose, mais toujours dans le même contexte. Je crois que la situation du Mali, si vous regardez ce qui est arrivé, c'est la conséquence d'un premier massacre de Dogon. Et les experts des Nations Unies qui y étaient commencent à lâcher un peu de conclusions. On se rend compte aujourd'hui que les groupes armés qui se développent sont l'émanation souvent
de groupes qui étaient au sein de l'accord même d'Alger. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Le Mali aujourd'hui est devenu une zone de non-droit où on instrumentalise. En fait, ce n'est plus de groupes armés, c'est des mercenaires qu'on envoie avec des objectifs précis à des moments précis pour accomplir des actes dans le cadre d'un objectif bien précis. Et aujourd'hui, le Mali est dans un cercle vicieux où on ne sait pas qui fait quoi. Et comment on appelle ça, les conflits interethniques vont se multiplier, surtout dans la zone où c'est les mêmes populations qu'on retrouve. Il y aura des règlements de compte, des assassinats ciblés comme ça. Donc, pour revenir au cas du Burkina, je pense qu'on doit effectivement tirer leçon de ça. Tirer leçon de ça. Parce que quand les règlements de compte commencent, ou quand les assassinats ciblés commencent comme ça, si on ne prend pas les bonnes mesures, les bonnes décisions. Jusqu'à présent, on attend encore les conclusions des enquêtes sur Yirgou. C'est pas normal. Bon, c'est vrai que c'est un contexte qui est difficile. Et pour établir la vérité d'un plan de vue juridique, ça prend un peu plus de temps. Mais il faut quand même qu'on aille vite, qu'on ait le courage de dire ce qui s'est passé. On connaît les victimes, on connaît les auteurs. S'il y a des auteurs qui sont connus et qui, par ailleurs, reconnaissent leurs crimes, il faut que ce soit sanctionné pour qu'on puisse dire aux autres, il y a un exemple, si vous faites, voilà les conséquences. Ce qui vous attend. Oui, Bourema. Oui, il y a ce qui s'est passé au Mali, il y a des similitudes avec ce qui s'est passé à Yirgou, c'est sur plusieurs points. D'abord, la communauté victime, c'est-à-dire la communauté Peul, qui est ciblée effectivement par rapport à ces massacres. Ensuite, les présumés auteurs qui sont effectivement des groupes d'autodéfense. Et troisièmement, le fait que c'est en réponse, c'est en représailles à un précédent massacre, comme ce qui s'est passé à Yirgou, avec le massacre du chef et de sa famille et tout ça. La différence aujourd'hui, c'est que la différence entre les deux pays, c'est au niveau de la réaction attendue de l'État dans l'immédiat. Dans l'immédiat, effectivement, on est en droit d'espérer, d'attendre de l'État qu'il assume toutes ses responsabilités. Parce qu'il y a une situation comme ça qui se produit, le fait d'avoir dissous la milice qui est présumée responsable de ça, c'est un message fort. Le fait déjà d'avoir accéléré le processus judiciaire avec l'arrestation d'au moins 5 personnes qui sont présumées avoir participé à ce massacre est un message aussi, est un signal fort. Dans le limogeage aussi, le limogeage des chefs militaires et leur remplacement aussi montre effectivement, c'est encore une confirmation d'une certaine volonté du gouvernement de dire que, attention, trop c'est trop. À partir de maintenant, l'exercice de la violence légitime appartient à l'État et à l'État seul. Et il faut que ça s'arrête. Or, dans notre contexte aujourd'hui, c'est quoi? Lorsque on sous-traite la violence légitime à des groupes et qui plus est, on ne se donne pas les moyens de les recadrer, on ne peut qu'arriver à telle situation. Ce qui est arrivé à Yirgou, si on n'accélère pas très vite les procédures judiciaires et qu'on commence à avoir des débuts de solutions, on aboutit effectivement à des réactions extrêmes comme ce que Younous a dit tout à l'heure, des gens, des membres de la communauté Peul qui appellent les frères à s'armer pour répondre à d'autres massacres. Or, il faut effectivement qu'on travaille à éviter ça. Et la responsabilité de l'État, c'est de dire que nous sommes en train de franchir effectivement un seuil, le seuil du tolérable, et qu'il faut qu'on s'asseye, qu'on trouve une solution. Mais je suis d'accord avec Younous qu'il faut aussi qu'au niveau de la communauté Peul, toutes les personnalités fortes de cette communauté, les personnes ressources au sein de cette communauté, puissent effectivement rappeler les autres à la raison, pour éviter effectivement qu'on arrive à une situation de belligérance avec les autres communautés. Sinon, effectivement, on risque de ne pas s'en sortir. La seule porte de sortie, c'est qu'on s'interroge fondamentalement sur le pourquoi de cette, de ces attaques, de ces ciblages de la communauté Peul. C'est pas la première fois. Pourquoi c'est la communauté Peul? Il faut aussi qu'on se pose les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Comment ça se manifeste? Est-ce qu'il faut pas aussi qu'il y ait une remise en cause de part et d'autre pour que chacun se dise finalement, est-ce que aussi j'ai pas ma part de responsabilité dans ce qui arrive? Si on ne se pose pas ces questions-là, j'ai bien peur qu'on ne voit que la responsabilité de l'autre en rejetant sa propre responsabilité, et c'est pas là la solution. D'accord, oui, vous avez une minute pour Moi, je ne sais pas, terminer. Après ce que les autres ont dit, bon, effectivement, il faut plus il y a des similitudes entre Ogossagou et puis Yirgou.
Bon, pourquoi les Dogons descendent régulièrement de leur falaise de Bandiagara pour faire ces massacres, alors qu'on sait que les chasseurs du Mali, là, c'est un avatar des choses, des Corloraux ici. Mais là-bas, on a vu que l'État a déboîté au quart du tour, avec des réactions, des solutions, valse des bérets, et tout. Ici, on attend. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au Mali, de plus en plus, avec ces massacres-là, ça veut dire que, outre le nord du Mali, le centre aussi est aujourd'hui devenu incontrôlable. Et au Burkina, il faut qu'on y prenne garde pour ne pas aussi en arriver là. Et je pense qu'il faut que, comme l'a dit Bourema, l'autorité de l'État s'affirme et maintenant que les différentes communautés concernées aussi fassent aussi leur introspection pour dire pourquoi nous vivons ce mal-vivre-là. Merci en tout cas à tous pour vos différentes contributions. L'Algérie, on aura certainement l'occasion d'en parler dans nos prochaines émissions avec les démissions en tout cas ou les défections autour du président Bouteflika. Au cours de la semaine, c'était le chef d'état-major de l'armée et puis l'ancien premier ministre également qui a appelé donc à la démission de Bouteflika. C'est une situation que nous suivons. Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur le cas de l'Algérie. Merci à vous de votre fidélité. Je rappelle très rapidement que j'étais sur ce plateau avec Inoussa Ouedraogo de Bendré, Abdoulaye Tao de l'économiste du Faso, Dieudonné Zungrana de Aujourd'hui au Faso et Bouraima Ouedraogo du journal Le Reporter. Restez en compagnie de nos programmes.